La vie est apparue sur notre planète il y a plus de 3,5 milliards d'années. Celle-ci vécut des périodes où la glace s'étendait jusqu'à l'équateur, comme des périodes étouffantes, sans glace au pôle. Les forêts tropicales de ces aires géologiques sont devenues, aujourd'hui, l'habitacle des rennes. Le niveau de la mer dépassa de 200 mètres le niveau actuel, transformant les continents en archipels. Puis, il est descendu 100 mètres en dessous du niveau présent, créant des étendues de terre aujourd'hui immergées. Les continents se sont rapprochés pour ensuite s'éloigner les uns des autres. Les animaux, vieux de 600 millions d'années, sortent d'un film de science-fiction. Bien que les dinosaures soient les stars incontestées de la période mésozoïque, on oublie souvent que 400 millions d'années avant leur existence, une multitude d'animaux les ont précédés. D'une manière ou d'une autre, leur univers a muté. À la suite des changements climatiques, l'absence de nourriture ou l'arrivée de nouveaux prédateurs. La plupart des espèces ne réussirent pas à s'adapter et se sont éteintes. Néanmoins, elles laissèrent leurs traces sur Terre en s'éternisant dans des fossiles. Ainsi, ces vestiges apportent une image détaillée de ce qu'était la vie sur Terre avant les dinosaures. Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons pour un lointain voyage au cœur des ères protérozoïques et paléozoïques, c'est-à-dire il y a plus de 400 millions d'années avant le règne des dinosaures. Un voyage dans un passé à la découverte d'animaux surprenants et passionnants. Un voyage où vous découvrirez notre planète dévastée par les pires épisodes d'extinction qu'elle n'ait jamais connus. Mais avant de partir pour une nouvelle aventure incroyable, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci à tous et bon voyage! Remontons dans le temps. Loin, bien loin avant l'ère des dinosaures, lorsque la Terre n'était qu'une immense boule de neige, totalement gelée, recouverte de glaciers des pôles aux tropiques. Quand les éruptions volcaniques produisirent du CO2 en grande quantité, un effet de serre se créa, permettant à la planète de se réchauffer. La glace fondit et différentes masses continentales se rapprochèrent pour donner naissance à un supercontinent baptisé Rondinia. Celui-ci est entouré d'un océan unique nommé Mirovia. Les scientifiques se fondent sur l'apparition et la disparition des animaux pour diviser les périodes historiques de l'évolution terrestre. Ces périodes se divisent à leur tour en époques. Cet ensemble compose 4 ères couvrant les derniers 635 millions d'années. Commençons notre voyage à la période de l'Édicarien, entre 635 et 542 millions d'années avant notre ère. Celle-ci marque la fin de l'ère protérozoïque supérieure et le début de l'histoire de la faune aquatique. Sur le fond de Mirovia, des bactéries et des microbes apportés par la pluie commencent à prendre vie. En 1946, le géologue australien Reg Sprigg déjeunait dans les collines d'Ediacara en Australie. Soudain, il remarqua d'étranges empreintes en forme de méduses dans des roches vieilles de 600 millions d'années. Il venait de faire l'une des découvertes de fossiles les plus importantes de tous les temps, le Dickinsonia. Les paléontologues estiment, selon les fossiles trouvés en Australie et en Russie, que le plus ancien animal vivait dans la mer voici quelques 560 millions d'années. Dickinsonia,
cet animal à corps mou était ovale et ouvert de rainures formées par les tronçons de son corps. Bien qu'il puisse atteindre jusqu'à 1,4 mètre de long, il était aussi épais qu'une feuille de papier à cigarette. Il ne mesurait que quelques millimètres d'épaisseur. Était-ce un animal, une plante ou un champignon? Pour répondre à cette question, il fallut attendre 2018 qu'une équipe de paléontologues détecte dans des fossiles australiens des molécules de graisse spécifiques aux animaux multicellulaires. Pourtant, cette découverte ne suffit pas pour certifier que Dickinsonia appartient au règne animal. Il pouvait tout aussi bien être apparenté aux méduses ou aux anémones de mer, voire être un ver géant aplati. En 1957, 3 écoliers anglais firent la trouvaille d'un fossile en forme de feuille dans une forêt de Leicestershire qu'ils portèrent à un géologue de l'université locale. Baptisé Charnia massoni, il ressemble à une fougère. La découverte d'autres fossiles de Charnia dans des roches anciennement immergées indique qu'il n'appartenait pas au règne végétal. Cet animal vivait en eau profonde, là où le manque de lumière ne permettait pas aux végétaux de se développer. Depuis sa découverte, d'autres spécimens furent extraits de roches situées au Canada, en Russie et en Australie. Charnia était dépourvu de squelette et de coquilles, et son corps était mou. La plupart des fossiles mesurent une vingtaine de centimètres de long. Pourtant, une espèce parente signalée au Canada, le Chania-wardi, pouvait mesurer jusqu'à 2 mètres de long. On suppose qu'il s'ancrait au fond marin à l'aide d'un disque et d'un crampon et grandissait comme une feuille sur sa tige. N'étant pourvu ni de bouche ni d'intestin, il se nourrissait probablement en filtrant ou en absorbant les nutriments présents dans l'eau, comme le font ses proches parents actuels, les crinoïdes. Un autre fossile datant de l'époque de l'Édicariens provient également de la colline d'Ediacara. Nommé Kimberella, cet animal mesurait jusqu'à 15 cm de long, 5 cm de large et 4 cm de haut. Il était doté d'un pied unique, large et musclé pour se déplacer. Une coquille souple, néanmoins robuste, était dédiée à la rétraction de son corps mou en cas de menace. Dans certaines roches, les empreintes du passage de Kimberella présentent une dentition. Serait-il l'ancêtre de l'escargot? Il possède toutes les caractéristiques que l'on retrouve aujourd'hui chez cet animal, et l'on peut clairement prétendre que Kimberella est le plus ancien mollusque. Toujours dans les collines d'Ediacara, les paléontologues firent la découverte d'autres fossiles, dont le Tribachidium. Cet animal vivait en eau peu profonde. D'un diamètre de 4 cm, il s'enfouissait dans le fond marin, laissant juste sortir quelques millimètres de son corps hémisphérique. Sur le dessus, 3 rainures partaient du centre pour s'incurver vers les bords, à l'image du triskel breton. Celles-ci créaient des tourbillons qui canalisaient l'eau vers 3 puits placés sur la face supérieure de l'animal. Ainsi, il pouvait extraire les particules de nourriture. Selon les chercheurs, les plus proches parents actuels du Tribachidium pourraient être les anémones ou les étoiles de mer. Le premier animal à s'être doté d'une coquille se nomme Cludina et semblait très répandu. Des fossiles furent découverts dans les roches calcaires en Afrique, Asie, Amérique du Nord et du Sud, Europe et Antarctique. Sa coquille était constituée d'un empilement de cônes couverts formant un tube qui correspondait à son habitat. Les plus grands spécimens mesurent 15 cm de long et 6 mm de large. Comment se nourrissait-il? Quel était son mode de vie? Se posait-il sur le fond marin ou pouvait-il s'y enfouir? Tout cela reste encore un mystère. Quoi qu'il en soit, le mode d'alimentation de ces animaux marins devait probablement clarifier l'eau et enrichir sa teneur en oxygène.
Cela favorisa donc l'apparition d'animaux plus mobiles, plus énergivores, ainsi que le développement de leurs yeux. Des trous forés dans certaines coquilles de Cludina inspirent des tentatives de prédation d'un animal sur un autre. Ainsi, le décor est planté pour le grand affrontement à venir entre prédateurs et proies de l'ère paléozoïque. À la fin de l'ère protérozoïque, la Rondinia, le supercontinent de l'époque, se fragmente en plusieurs continents. Tout d'abord, vers 560 millions d'années, 3 continents se détachent et s'individualisent. Il s'agit de Laurentia, Sibéria et l'immense Gondwana. Laurentia regroupe l'Amérique du Nord actuelle, sans la Nouvelle-Angleterre et Terre-Neuve, mais avec le nord de l'Irlande et l'Écosse. Sibéria correspond à la Russie actuelle. Quant à Gondwana, il rassemble l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Antarctique, l'Inde, la Chine, l'Asie du Sud-Est, l'Australie et l'Europe méridionale. Il y a 520 millions d'années, un nouveau continent, du nom de Baltica, se détache de Rondinia. Il s'apparente à l'Europe du Nord. Progressivement, l'ouverture d'un nouvel océan, le Lapétus, sépare Laurentia de la Baltica et du Gondwana. La période cambrienne commence, marquant le début de l'ère paléozoïque et l'apparition de nouvelles vies exclusivement marines. Le plus fameux site fossilifère de la période de Cambrien est situé en Colombie-Britannique au Canada. Il s'agit des schistes de Burgess découverts en 1909 par le paléontologue Charles Doolittle Walcott. Ce gisement a livré des restes exceptionnellement bien conservés d'une riche faune d'invertébrés ayant vécu au Cambrien moyen il y a 520 millions d'années. Si vous aviez fait de la plongée à l'époque du Cambrien, à la recherche d'une faune macroscopique, vous auriez certainement fait la rencontre d'Hallucigenia. En 1977, un étrange fossile attira l'attention du paléontologue britannique Simon Conway Morris. Extrêmement mince, il ne mesurait que 2 cm de longueur. Doté d'un tronc mou, hérissé d'épines dorsales, il était soutenu par 10 paires de hautes pattes, comme s'il marchait sur des échasses. Les 7 paires de pattes postérieures étaient dotées de griffes qui devaient servir à avancer. Quant aux 3 paires de pattes antérieures, plus longues et plus fines, elles semblent recouvertes d'une sorte de plume. Étaient-elles des organes sensoriels? Ou bien avait-elle pour fonction de retenir la nourriture en suspension dans l'eau et de la porter vers la bouche entourée de dents? La seconde hypothèse paraît plausible, car une ouverture dans la tête est bordée d'épines. Aussi, plus loin en arrière, on trouve dans la gorge un ensemble de dents en forme d'aiguille. On suppose donc que les aliments étaient mâchés une première fois, puis une seconde fois engloutis dans la gorge. Grâce aux dernières avancées dans le domaine de la microscopie électronique, le fossile d'Hallucigenia révèle également une paire de taches sombres sur sa tête. Celle-ci pourrait correspondre aux yeux. À la suite de ces avancées scientifiques permettant une description plus précise d'Hallucigenia, les scientifiques le rapprochèrent des onychophores, un groupe représenté par les péripates, des animaux vermifores vivant dans les forêts tropicales. Ce sont des parents des arthropodes qui regroupent les crustacés et les insectes. Un autre animal saugrenu du groupe des astropodes
intrigue les scientifiques. Il s'agit de Wiwaxia. Les premiers spécimens fossilisés furent découverts dans les schistes de Burgess, mais d'autres furent recensés en Chine, Russie, Australie et République tchèque. Son corps ovoïde, d'une longueur de 5 cm, était recouvert de 8 rangées de plaques se chevauchant que l'on appelle les sclérites. Ces dernières, faisant office de carapace pour échapper aux attaques des prédateurs, étaient surmontées de 2 rangées de pics pouvant atteindre jusqu'à 5 cm de hauteur. Par ailleurs, les écailles de cette armure naturelle chargée de structures microscopiques reflétaient la lumière comme le dos d'un scarabée. De quoi éblouir et dissuader les attaquants de s'approcher. Wiwaxia était pour le moins hospitalier, car d'après l'examen du fossile, il s'avère que des coquillages semblables à une palourde vivaient sur son dos. On présume donc que Wiwaxia devait simplement être posé sur le fond marin et ne s'enfouissait jamais. Sa nourriture consistait de bactéries jonchant le plancher océanique. À vrai dire, les spécialistes peinent à accorder leur violon pour placer Wiwaxia dans l'arbre des vivants. Certains désignent ses proches parents parmi les actuels vers marins. D'autres suggèrent que puisque son organe buccal rappelle celui de l'escargot, il en serait l'ancêtre. Puis, il y a ceux estimant qu'il ne s'agit ni d'un ver ni d'un mollusque, mais d'un représentant d'un groupe distinct aujourd'hui disparu. Parmi les astropodes, la star de ces ères géologiques reste le tribolite. Il était omniprésent dans les mers du Cambrien et occupèrent tout type d'habitat des récifs coralliens au plancher océanique durant plus de 270 millions d'années. À ce jour, plus de 20 000 espèces furent répertoriées. Le tribolite se déclinait en toutes dimensions et en toutes formes. De la taille d'un ongle jusqu'à 70 cm, la plupart des espèces mesuraient 3 à 10 cm de long. Son corps était divisé en 3 parties simultanément dans le sens de la largeur et dans celui de la longueur. Il possède une tête composée de 3 lobes dont il tire son nom, un thorax et une queue. La tête comprenait une partie centrale bordée de 2 joues qui portaient les yeux composés de centaines de facettes, semblables à ceux d'une libellule. Le corps était scindé en segments supplémentaires, chacun portant 2 attaches comme des antennes, des organes buccaux ou des pattes. Ce schéma corporel différait d'une espèce à l'autre. Certains étaient dotés d'épines qui s'étiraient et se tordaient dans des formes bizarres, tandis que d'autres avaient des yeux perchés sur des tiges au-dessus de leur corps. La plupart cavalaient sur le fond marin, à la recherche de nourriture, et leur morphologie leur attribuait une grande aptitude à vivre dans leur environnement aquatique. Leur régime alimentaire était varié: prédateurs, charognards, détritivores, mangeurs de vases ou même filtreurs. On pense que leurs plus proches parents existants sont les araignées et les scorpions. Lointaine cousine du tribolite, la marella fut surnommée le crabe à dentelle par le paléontologue Charles Doolittle Walcott, qui fit sa découverte dans les schistes de Burgess. Elle foisonnait dans les eaux du Cambrien car ce sont plus de 25 000 spécimens qui furent mis à jour. Mesurant jusqu'à 2,5 cm, elle possède 2 longs prolongements au sommet de la tête qui se dirigent vers l'arrière, lui donnant une allure de fer à cheval. Plus bas, 2 paires d'antennes fines et élancées au niveau de la bouche lui permettent probablement de s'orienter sur le fond sableux. Une autre paire d'appendices mobiles, au niveau inférieur de la tête, plus robuste et pourvue de poils, avait peut-être une fonction de propulsion pour l'aider à se déplacer. Le reste du corps est composé de 17 à 26 segments. Alors, comment se nourrissait la marella? Plusieurs hypothèses sont avancées. Elle pouvait être chasseuse et charognard, ou bien filtrait-elle l'eau à l'aide de ses multiples pattes munies d'excroissance filiforme? Le mystère demeure.
Poursuivons notre découverte des créatures marines étranges du Cambrien avec le céphalopode Nectocaris pteryx. Bien que l'on ne sache que très peu de choses sur cet animal, les fossiles prélevés dans les schistes de Burgess fournissent un aperçu inestimable de l'anatomie et du mode de vie de cette créature primitive. Son corps, cylindrique, mou et aplati, vu de dessus, mesurait 2 à 5 cm de long. Il comprenait 2 nageoires dorsaux latérales, ressemblant ainsi à un hybride de raie et de calamar. Celle-ci lui permettait probablement de nager rapidement et agilement dans l'eau. Aussi, il possédait 2 longs tentacules dans le prolongement de sa tête rigide. Le Nectocaris est une créature singulière car il est doté d'une paire d'yeux en forme de tige. De la base de sa bouche part une sorte de cône flexible s'ouvrant sur une cavité interne contenant une paire de branchies. Cette cheminée rappelle le siphon, un organe tubulaire des céphalopodes actuels, qui leur sert à nager à reculons. Les scientifiques présument que le Nectocaris s'en servait pour se propulser dans l'eau. Il se nourrissait probablement de petits organismes tels que le plancton et les bactéries, tout en vivant dans les eaux peu profondes près des rivages. Tous ces éléments anatomiques concordent avec l'hypothèse que Nectocaris pteryx est l'ancêtre des pieuvres et des calamars. Voici l'un des animaux les plus fascinants du Cambrien, Opabinia. Son anatomie est tout à fait étrange. Son corps de 7 cm, mou et segmenté, lui donne une allure de crevette. Il possédait 5 yeux juchés sur de petites tiges, dont 2 à l'avant et 3 à l'arrière, ainsi qu'une trombe flexible déterminée par une sorte de pince à griffes qui lui servait sans doute à porter la nourriture à la bouche. Faute de mâchoire puissante, il devait se nourrir d'aliments mous en extrayant des vers du sol. Opabinia était dénué de pattes. Les 15 segments du corps étaient bordés de lobes articulés qui favorisaient peut-être le rampement et la nage. La nageoire caudale, en forme d'éventail, rappelle un peu celle du homard. Celle-ci devait l'aider à se déplacer et à se diriger. Beaucoup de scientifiques ont vu en Opabinia un spécimen unique en son genre. Mais la comparaison attentive de nombreuses espèces vivantes ou fossiles a conduit les chercheurs à l'apparenter à d'autres animaux à corps mou et segmenté, voire de loin aux arthropodes. Faisons place à présent au monstre marin du Cambrien, Anomalocaris. Son corps ressemble à celui d'une crevette géante, puisqu'il mesure jusqu'à 1 mètre de long. C'était un chasseur redoutable, le plus grand prédateur aquatique de cette période. Armé de pointes, les organes buccaux pendent sous la tête. Sa bouche ronde, aplatie et composée de plaques ressemble à un obturateur d'appareil photo. Ses proies de prédilection ? Probablement les tribolites, car les paléontologues ont observé des traces de morsures sur certains spécimens, correspondant à sa mâchoire. Toutefois, le paléontologue James Whitty Agadorn suggéra que ce prédateur était incapable de manger des proies à coquilles dures. Alors, Anomalocaris se nourrissait peut-être de tribolites en période de mutation. Mais il était certainement plus une menace pour les vers. Du Groenland à l'Australie, on a découvert quelques dizaines de spécimens dans les roches du Cambrien. La forme des parties buccales variant d'une espèce à l'autre, on suppose qu'elles différaient par leur régime alimentaire. Certaines semblent s'être spécialisées dans la prédation, tandis que d'autres fouillaient les fonds marins, boueux ou filtraient l'eau pour capturer
de minuscules créatures. D'un diamètre de 2 cm, les yeux composés en forme de tige valaient ceux de n'importe quel insecte et comptaient jusqu'à 16 000 facettes. Même après l'apparition des poissons, Anomalocaris est resté, jusqu'à la période de l'Ordovicien, parmi les plus grosses créatures marines. De la taille d'un pouce, Picaia gracilien n'était pas particulièrement gros, n'excédant pas 5 cm de long. Il fait partie des plus anciennes espèces connues du groupe des chordés, auxquels appartiennent tous les vertébrés, y compris les hommes. Picaia ressemblait à une anguille. Il ne possédait pas de squelette, mais une autochorde, soit une structure cartilagineuse souple qui courait le long de son corps fusiforme, telle une colonne vertébrale. Une centaine de myomères, soit des petits paquets musculaires séparés par des tissus conjonctifs, permettaient à Picaia de nager en ondulant. Les entrailles de certains spécimens contiennent de la boue fossilisée, indice qu'il broutait le fond marin. Par la présence de muscles, de nerfs et de vaisseaux sanguins, les scientifiques évoquent une lointaine parenté avec les poissons, les reptiles et autres animaux à squelette. Pourtant, certains aspects de sa morphologie restent encore énigmatiques. Par exemple, ses 2 longs tentacules au sommet de la tête et ses multiples paires de petits appendices juste en dessous, côté ventral. Milocunmingia fait également partie du groupe des chordés. Plus petit que Picaia, son corps n'excède pas la taille d'un trombone. Leurs fossiles proviennent des schistes de Maotianshan, à Shenzhen, dans le sud de la Chine. Ils ressemblent à un poisson avec des nageoires, des muscles, un crâne, voire des branchies. De nombreux chercheurs le considèrent comme le premier vertébré connu, bien qu'il ne possède pas de structure osseuse, mais un squelette à cartilage mou. Donc, durant le Cambrien, la vie prit un essor sans précédent. Cette période fut un tremplin à l'explosion de la diversité animale aquatique observée durant la période de l'Ordovicien. L'Ordovicien se déroule durant 65 millions d'années. Commençant il y a 500 millions d'années, c'est la période de la plus grande fragmentation continentale du Paléozoïque. Le commencement de la fermeture de l'océan Lapétus rapproche la Laurentia de la Baltica. On assiste alors à l'orogénèse calédonienne, qui est à l'origine des vieux massifs d'Europe et d'Amérique du Nord dans les Appalaches. L'ouverture de l'océan Réique sépare l'Avalonia de Gondwana. L'Avalonia, nommée d'après l'île mythique d'Avalon, île où fut forgée Excalibur, l'épée du roi Arthur, regroupait l'Angleterre, le Pays de Galles, le sud-est de l'Irlande, le nord de la France, la Nouvelle-Écosse et la Nouvelle-Angleterre. Quant à la mer de Tärnqvist, elle sépare la Baltica et la Valonia. Cette période connut une nouvelle explosion dans la diversité animale. Les fossiles témoignent d'un nombre croissant d'espèces vivant en eau profonde, de planctophages nageant au grand large et de prédateurs bien équipés pour les attraper. Édifiés par des éponges et d'autres créatures, les récifs grandirent et multiplièrent, offrant le gîte et le couvert à un plus grand nombre d'animaux. Parallèlement, certains faisaient leurs premiers pas sur la terre ferme lors de brèves excursions hors de l'eau, laissant leur empreinte sur la rive. La végétation de l'époque était surtout constituée de mousse et de lichen. Une bonne partie de la faune primitive vivait dans les mers peu profondes à proximité du rivage. Mais pour tout animal capable de nager assez loin, la haute mer offrait un vaste territoire, de nouvelles ressources alimentaires et peut-être moins de prédateurs. Avec les crustacés et d'autres arthropodes, Nautiloïde est un mollusque cousin du calamar et de la pieuvre. Par les fossiles trouvés dans des roches de l'Octovicien, vieilles de 470 millions d'années, il s'avère qu'ils étaient présents dans le monde entier.
Ce sont des animaux qui se sont adaptés progressivement à la vie en eau profonde. On pense que les premiers nautiloïdes étaient des planctophages qui montaient et descendaient dans l'eau, en remplissant de gaz les cavités de leurs coquilles, puis en les vidant. Pour ce faire, ils modifiaient la concentration chimique de leur fluide corporel. L'augmentation de cette concentration transvase l'eau de la coquille vers le corps. Ainsi, cette dernière se remplit de gaz. Lorsque la quantité de gaz contenue dans la coquille monte, l'animal monte aussi et inversement. Ensuite, les nautiloïdes ont gagné en mobilité. Ils se déplaçaient en projetant un jet d'eau par un trou proche de la tête et chassaient à l'aide de leurs tentacules qui portaient la nourriture jusqu'au bec dur. Si chez la plupart la coquille ne mesurait qu'une dizaine de centimètres de long, d'autres étaient énormes et pouvaient atteindre jusqu'à 6 mètres. À l'époque, ils étaient au sommet de la chaîne alimentaire aquatique. Des coquilles fossiles abîmées montrent que les nautiloïdes s'attaquaient sans doute les unes aux autres. Des traces de couleurs préservées sur quelques fossiles suggèrent même que certaines espèces pratiquaient le camouflage. En effet, sur la moitié supérieure de la coquille, des bandes grises et marron permettent à l'animal de se fondre dans les eaux sombres. Imaginez un tétard géant et vous aurez une bonne idée de l'aspect des premiers vertébrés. Parmi ceux-ci, Sacabambaspis janvieri est l'un des plus anciens et des mieux connus. On le présente souvent comme le pionnier des animaux à squelette complet. D'une longueur maximale de 25 cm, il surprend particulièrement par sa tête équipée de boucliers osseux sur le dessus et le dessous. Ces derniers le protégeaient sans doute des prédateurs, notamment des grands invertébrés. Le reste du corps était recouvert de longues écailles. Il ne possédait pas de mâchoire et devait ramasser ou aspirer la nourriture au fond de l'eau, puis la broyer au niveau de la gorge. Les yeux étaient situés entre deux petites narines et la bouche était armée de plaques très minces. Le Sacabambaspis évoluait dans les eaux plus profondes, proches du rivage. Certains fossiles portent d'ailleurs sur le ventre des éraflures faites en raclant le plancher marin. De nos jours, les plus gros animaux des mers sont les vertébrés, soit les baleines et les requins, quoique certains calamars vivant dans les profondeurs les concurrencent de près. Mais il y a des centaines de millions d'années, d'énormes spécimens régnaient dans les mers, dont le Pterigotus anglicus. Son nom signifie « poisson ailé », car le naturaliste suisse Louis Agassiz, qui fut le premier à le décrire en 1839, croyait qu'il s'agissait d'un grand poisson. À vrai dire, il appartient à un groupe d'arthropodes disparus, autrement nommés scorpions des mers. Doté d'un corps qui pouvait atteindre jusqu'à 1,80 m, il était apparenté aux euryptérides, géants. D'autres espèces étaient en revanche plus petites, une cinquantaine de centimètres seulement. La plupart vivaient en eau peu profonde, mais leur apparition vers la même époque et des points de la planète séparés par de vastes océans attestent qu'ils étaient de parfaits nageurs. Pterigotus se déplaçait grâce à 4 paires de pattes. Une 5e paire ressemblait plutôt à des nageoires. Il était armé de 2 membres intérieurs, soit 2 puissantes pinces, parfaites pour saisir et tuer ses proies. Sa vue devait être excellente car il était doté d'une paire de gigantesques yeux latéraux, additionnés d'une seconde paire d'yeux plus petite, placée au centre de sa tête. Son corps était taillé pour la nage et sa queue plate servait probablement de palme afin de se propulser. Malgré sa grande taille et son apparence redoutable,
Pterygotus anglicus n'a finalement pas résisté à l'extinction de masse catastrophique qui mit fin à son règne aquatique. Ancêtres aquatiques des mille pattes, les eutycartinoïdes sont des arthropodes dotés d'un squelette externe, d'une queue en pointe et d'un corps articulé comptant jusqu'à 28 paires de pattes. De la taille d'une grosse crevette d'environ 10 cm, il évoque plutôt un croisement entre un homard et un cloporte. Les roches qui contiennent les plus anciens fossiles recensés d'eutycartinoïdes datent de la fin du Cambrien. Les scientifiques suggèrent qu'ils furent les premiers animaux à s'aventurer sur la terre ferme, où le rivage était tapissé de microbes et de bactéries. Un repas servi sur un plateau si l'on parvenait à l'atteindre à marée basse. De plus, s'aventurer hors de l'eau offrait une issue aux attaques des prédateurs. Une importante extinction survint à la fin de l'Ordovicien, marquée par la disparition de 85% des espèces existantes. Elle affecta autant des organismes vivants dans le fond, comme les tribolites, les échinodermes ou les brachiopodes, que les formes pélagiques comme les nautiloïdes. Cette extinction de masse a été mise en relation avec la glaciation intervenant à cette période. Le pôle sud était alors situé sur l'actuel Niger et une grande partie de Gondwana fut recouverte d'une épaisse calotte glaciaire, 2 fois plus vaste que l'actuelle calotte antarctique. En conséquence, le niveau des océans baissa de 50 mètres, asséchant les mers peu profondes où la vie prospérait. De plus, un événement anoxique, c'est-à-dire une diminution extrême du taux d'oxygène dans l'eau de mer, déstabilise l'écosystème de la vie marine. Ce qui était un océan foisonnant de vie n'est plus qu'un océan de désolation. Cette crise aurait ainsi duré pendant 1 à 2 millions d'années, pour laisser la place à la période du Silurien, il y a 435 millions d'années. Au début de cette troisième période du Paléozoïque, qui commence il y a 444 millions d'années et durait pendant plus de 28 millions d'années, la fonte des calottes polaires provoque une hausse généralisée du niveau des océans et des mers peu profondes qui recouvrent les plateformes continentales. Après la fermeture de l'océan de Turnquist, la masse continentale d'Avalonia se soude aux masses continentales Laurentia et Baltica. Ainsi se forme le continent des vieux grès rouges, en abrégé CVGR, aujourd'hui diversement baptisé l'Europa, Euramerica ou l'Eurussia. L'immense continent Gondwana est alors séparé du CVGR par l'océan Réique et la Paléolithice. Le Silurien marque le début de l'âge des poissons avec le développement des vertébrés agnates, soit des poissons dénués de mâchoires possédant une cuirasse externe osseuse nommée les ostracodermes. Toutefois, les vertébrés à mâchoire, autrement appelés les gnatostomes, apparus à l'Ordovicien, sont également présents. C'est au Silurien que s'est produite la terrestrialisation des invertébrés, soit les oligochètes, les arthropodes et les gastropodes. Les plus anciens macrofossiles de plantes datent du Silurien, cependant ils sont rares. Après l'extinction massive de l'Ordovicien, la vie prospère et se diversifie de nouveau. Les récifs coralliens sont multiples sur les arcs insulaires qui bordent la Pantalassa et la Paléothétis, comme sur les fonds des mers peu profondes. Le climat chaud généralisé leur permet de dépasser largement la zone intertropicale. Les coraux sont pour l'essentiel des tétracorallières, aussi nommés coraux rugueux, et des tabulés. Les animaux emblématiques du Silurien sont les euryptérides. Déjà présents à l'Ordovicien, leur histoire se poursuivit et ils ne furent jamais aussi diversifiés tant par la forme que par la taille. L'événement marquant chez les vertébrés est l'apparition de la mâchoire formée à partir du second arc branchial des agnates.
Les premiers vertébrés à mâchoire, ou gnatostomes, sont les acanthodiens, aux nageoires en épines, et les placodermes, dont l'avant du corps est enfermé dans une carapace osseuse. Apparu au cyrolien inférieur, les placodermes fut le premier vertébré doté de mâchoires mobiles et de dents. Il inaugurait aussi un nombre de paires de nageoires qui, en évoluant, donnèrent plus tard les membres chez les vertébrés terrestres. Des spécimens d'une espèce âgée de 380 millions d'années, mis au jour dans la formation de Gogo, un site fossilière en Australie occidentale, contenaient des embryons fossilisés. Le placoderme est ainsi l'un des premiers vertébrés connus à avoir engendré des petits bien développés au lieu de pondre des œufs. Mais le plus flagrant et le plus étrange chez les placodermes, ce sont les plaques osseuses qui recouvrent la tête et le haut du corps. Cette armure prouve que les mers du Silurien étaient un milieu sans pitié, où les poissons s'entre-dévoraient, sans même parler de la menace des prédateurs invertébrés comme les nautéléoïdes et les scorpions des mers. Le placoderme attendait sa proie, tapie dans le fond marin ou chassé en pleine mer. Dunkleosteus se distingue comme le plus gros placoderme, pouvant atteindre jusqu'à 6 mètres de long et doté de mâchoires capables d'exercer une force de 500 kg. D'autres spécimens, au contraire, se nourrissaient de plantes marines. Par exemple, Titanictis, l'un des plus impressionnants par ses 8 mètres de long et son poids d'1 tonne, était privé de dentition. Sans doute filtrait-il le plancton en suspension dans l'eau, comme l'actuel requin-baleine. Néanmoins, les placodermes géants étaient rares et la majorité d'entre eux mesuraient entre 30 cm et 1 mètre. Répartis à travers la planète, les placodermes vivaient en eau douce ou en mer. En s'éteignant à la fin du Dévonien, ils abandonnèrent les océans à 2 groupes. Celui des poissons à squelette osseux, auxquels appartiennent la plupart des poissons actuels et qui inclut les ancêtres des vertébrés terrestres, et celui des requins et des raies, à cartilage souple. À en croire les fossiles d'acanthodiens, les requins, avec leurs cousines les raies, sont les descendants de ce groupe de vertébrés gnatostomes, apparu quelques 400 millions d'années. Les acanthodiens sont caractérisés par de longues épines osseuses situées à l'avant de leur nageoire pectorale, mais également sur leur nageoire dorsale et anale. Leur corps était recouvert d'écailles minuscules et quadrangulaires, comme les requins. Ils possèdent une queue hétérocerque, c'est-à-dire qu'elle comprend 2 lobes inégaux. Certains acanthodiens étaient des prédateurs dont les grands yeux devaient repérer leur proie. D'autres, dépourvus de dents, se contentaient de filtrer l'eau. Ces prédateurs ont prospéré partout dans le monde, colonisant mers et rivières pour s'éteindre au Permien vers 250 millions d'années avant notre ère. Ébauchée par les périodes précédentes par les algues vertes, les cyanobactéries et les lichens, l'invasion des continents se poursuit avec l'apparition des premiers arthropodes terrestres et de végétaux plus imposants comme le Cooksonia. La vie terrestre est limitée à une bande humide, étroite, autour des cours d'eau et des lagunes. Les meilleurs candidats au titre de pionniers des animaux terrestres sont les ancêtres des mille-pattes et des scolopendres actuels, soit le groupe des myriapodes. Pneumodesmus newmani était une créature relativement petite puisqu'il mesurait un peu plus de 2 cm de long. Cependant, sa caractéristique la plus frappante était son grand nombre de pattes. Il en possédait jusqu'à 40 paires. Les orifices qui courent le long de son corps lui permettaient de respirer, apportant l'oxygène à ses cellules. Il atteste également que l'animal vivait sur la terre ferme.
Palaeophonus, c'est l'un des plus anciens scorpions connus. Bien que sa taille exacte soit inconnue, il ne mesurait probablement pas plus de 8 cm de long. Cette petite taille pourrait avoir été une adaptation au manque de nourriture disponible à cette époque. Son corps ovoïde était plat et sa longue queue était dotée d'un dard à l'extrémité. La caractéristique la plus frappante du Palaeophonus se traduit par ses grandes griffes aux formes de pinces. Celles-ci étaient peut-être utilisées pour la capture et la défense et auraient pu constituer une menace sérieuse pour les petites proies. Côté végétation, on assiste à l'apparition d'un type primitif de plante, le Cooksonia. La taille de Cooksonia variait de quelques centimètres à 1 mètre de hauteur. Son analyse microscopique dévoile un système vasculaire fonctionnel. Celui-ci lui permettait de transporter l'eau et les nutriments depuis le sol vers la tige, assurant ainsi son alimentation en eau constante. Ainsi, Cooksonia put facilement s'adapter et survivre aux épisodes chauds et secs. Des stomates furent également remarqués dans les fossiles de Cooksonia. Ce sont des petits trous dans la paroi de la cuticule permettant les échanges gazeux avec les cellules. Il s'agit donc de son système respiratoire sans lequel elle n'aurait pas réussi à se développer. Dépourvue de racines, de feuilles et de fleurs, elle se compose de minces tiges ramifiées. Ces dernières se terminaient par une structure en forme de trompette, nommée sporange, qui servait à disséminer les spores loin de la plante pour coloniser les environs. Ces petites plantes ont dominé les continents pendant 40 millions d'années. Elles ont constitué un important tremplin dans l'évolution des plantes terrestres. Leurs descendants comprennent des plantes les plus familières aujourd'hui, comme les fougères, les mousses et les plantes à fleurs. Aussi, en répandant de l'oxygène dans l'atmosphère et en stabilisant les sols, elles participèrent également à l'arrivée des animaux terrestres. Le Dévonien se situe entre le Silurien et le Carbonifère. Cette période s'étend de -418 à -350 millions d'années avant notre ère. La période du Dévonien est marquée par la disparition de l'océan Réique, qui permet au supercontinent Gondwana de poursuivre sa lente dérive vers l'Eurussia. C'est durant cette période que se déroule la transition des poissons vers les tétrapodes, des animaux ayant 4 membres et un cou, ainsi que l'apparition des hexapodes regroupant les insectes et les arthropodes à 3 paires de pattes. En dehors de la Panthalassa, la plupart des paléocéans, hérités du Paléozoïque inférieur, se sont fermés lors du Dévonien, aboutissant à une configuration paléogéographique de type prépangé. Les premières forêts s'établissent dans les régions équatoriales de l'Eurussia, participant à l'activité photosynthétique qui permet le développement de la couche d'ozone. Tous ces événements se déroulent sous un climat globalement chaud, responsable du développement de sédiments siliciclastiques oxydés, soit les vieux gris-rouges et de roches carbonatées où prolifère la formation récifale. Le climat uniformément chaud du début de la période dévonienne favorise le développement des récifs. Les animaux constructeurs sont des invertébrés vivant en colonies nommées les stromatopores. Les coraux tabulés et les coraux tétracorallières de l'époque silurienne tapissent toujours le fond des océans. Les placodermes continuent à dominer les écosystèmes. Ainsi, les Dunkleosteus, ces redoutables prédateurs, mettent à mal les euryptérides géants. Bien qu'ils aient déjà été présents à ce moment-là, les requins n'étaient pas encore les prédateurs suprêmes des mers. Ils sont côtoyés par les différents représentants de groupes de poissons aekai,
soit les actinoptérygiens, les acanthodiens et les sarcoptérygiens. Les graptolites, classés parmi les algues, les spongiaires, les hydrozoaires, les bryozoaires et les ptérobranches, disparaissent à la fin du Dévonien inférieur. Une seule famille de graptolites benthiques passe au Carbonifère. Le fond des mers est encore dominé par les brachiopodes, dont il ne reste que des reliques dans nos mers actuelles. Les mollusques bivalves deviennent des coquillages diversifiés et abondants dans les eaux peu profondes du littoral, comme c'est le cas encore aujourd'hui. Les grands mollusques nautiloïdes commencent à décliner, mais ils donnent naissance aux ammonoïdes, omniprésents dans les mers du Mésozoïque. Les échinodermes, principalement les crinoïdes ou lys de mer, formaient localement de véritables prairies sous-marines. Les poissons du Dévonien peuvent être divisés en deux grands groupes, les agnates, des poissons sans mâchoire, et les gnatostomes, ou poissons à mâchoire. Dans ces deux groupes, les agnates forment celui qui traversera le plus difficilement la grande crise biologique de la fin du Dévonien. Sur les 6 groupes connus à l'époque, 4 trépasseront. Et de ceux qui survivront, il ne reste aujourd'hui qu'une poignée d'espèces avec les lamproies et les myximes. Chez les gnatostomes, les destins seront divers. D'une part, les derniers acanthodiens disparaîtront après le Dévonien, avec les derniers placodermes. D'autre part, les requins et les raies vont prospérer jusqu'à nos jours. Plusieurs sous-groupes de sarcoptérygiens apparaissent au Dévonien, et l'un d'entre eux sera à l'origine des premiers tétrapodes, un succès évolutif remarquable avec aujourd'hui 29 000 espèces, sans compter toutes celles qui se sont éteintes. De nos jours, seule une dizaine d'espèces de poissons, avec les queulacanthes et les dipneustres, font partie des sarcoptérygiens. Concernant les actinoptérygiens, ces poissons dotés de nageoires à rayons, c'est un indéniable succès évolutif, avec près de 29 000 espèces sillonnant aujourd'hui les eaux de la planète, ce qui en fait le plus grand groupe vertébré. Eusthénoptéron fut l'un des sarcoptérygiens qui aurait pu partir à la conquête de la terre ferme. Il était doté d'une paire de nageoires pelviennes et d'une paire de nageoires pectorales charnues, chacune reliée au corps par un os unique. Ces os sont analogues à ceux des membres osseux des tétrapodes vivant sur Terre, amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères. Chez ces poissons aux nageoires charnues, la vessie natatoire est modifiée pour permettre une respiration aérienne. Quant aux membres osseux, ils servaient à pagayer dans l'eau, mais également à ramper sur la rive. Tout indique que Eusthénoptéron pouvait atteindre 1,8 m de longueur. Toutefois, la plupart des paléontologues s'accordent sur le fait qu'il n'a jamais vraiment émergé de l'eau. Le Tiktaalik, grâce à certains aspects de son anatomie, semble proche des animaux terrestres. Il fut découvert sur l'île d'Ellesmere, dans l'archipel arctique canadienne. Mesurant jusqu'à 2,5 m, il est doté d'une tête aplatie qui est capable de tourner grâce à un cou mobile. Des trous, qui pourraient être assimilés à des narines, pouvaient probablement lui permettre de respirer sur Terre. Ses nageoires, créditées de solides os et d'une articulation comparable à celle d'un poignet, auraient pu l'aider à se soulever. Ainsi équipé, il pouvait sans doute se mouvoir dans les eaux peu profondes, mais également parcourir de courtes distances sur les rives. Comme le crocodile, il devait sillonner les rivières et les marécages,
s'aidant de ses puissantes nageoires et de son cou mobile pour chasser d'autres poissons qu'il déchiquetait grâce à ses dents acérées. D'après des empreintes laissées dans les roches dans lesquelles ces fossiles furent trouvés, on suppose que Tiktaalik ne restait pas longtemps hors de l'eau. La formation de poissons à tétrapodes est l'un des événements clés de l'histoire de la vie terrestre, qui conduit à la colonisation de la surface de la Terre par les vertébrés. Néanmoins, deux problèmes majeurs devaient être résolus pour que ce changement puisse se produire. Être capable de respirer hors de l'eau et se déplacer en marchant. Acanthostega et Ichthyostega font partie des plus anciens vertébrés à pattes recensés. Ils fournissent donc des indices essentiels face à ce mystère. Acanthostega établit la passerelle entre les espèces de poissons équipés de nageoires robustes analogues à des membres, comme celle de Tiktaalik, et les premiers animaux capables de vivre sur la terre ferme. Les fossiles d'Acanthostega mesurent une soixantaine de centimètres. Ils possédaient une tête plate, des branchies pour respirer dans l'eau et une paire de nageoires caudales idéales pour la nage. Mais il était aussi doté de poumons lui permettant de respirer l'air en surface. À en juger par sa morphologie et les plantes aquatiques fossilisées des sites du Groenland où il a été trouvé, il vivait dans les rivières et les marais peu profonds. Il pagayait à l'aide de ses pattes à travers la végétation en quête de petites proies. Ses pieds palmés se terminaient par 8 longs doigts. Néanmoins, l'absence d'articulation justifie que les pattes peinaient probablement à soutenir son poids au sol. Quant à Ichthyostega, il se caractérise comme un grand cousin d'Acanthostega, puisqu'il pouvait dépasser 1 mètre. Lui aussi devait majoritairement vivre dans l'eau, comme en témoigne sa puissante nageoire caudale et ses branchies. Toutefois, il semble mieux adapté à la vie terrestre car ses côtes et ses membres à 7 doigts sont plus robustes, donc plus adaptés à supporter du poids. Pour autant, il était incapable de marcher comme les vertébrés terrestres actuels. Il devait peut-être user de ses pattes antérieures pour ramper, comme un phoque. Quant aux pattes postérieures, elles servaient sans doute d'appui complémentaire. Ce développement de la vie terrestre et aquatique fut bouleversé par la troisième grande crise biologique de l'histoire de la Terre. Il y a 374 millions d'années, une nouvelle extinction de masse se déroula à la transition entre le Frasnien et le Faménien, 2 étapes de la période du Dévonien. Si l'extinction de masse de l'Ordovicien fut un brutal événement unique, celle du Dévonien se traduit par divers événements s'étalant sur 3 millions d'années. Il y eut un réchauffement climatique où la température atteint les 30 degrés Celsius. Par ailleurs, de nombreux impacts extraterrestres affaiblissent la biosphère. Dans les entrailles de la Terre, sous la Sibérie actuelle, un océan de magma est en effervescence, prêt à exploser. Un panache géant se forme. Il se détache de la matière magmatique, prêt à exploser pour percer la croûte terrestre. Des gaz surchauffés sont expulsés des profondeurs de la Terre. L'eau se met à bouillir, les tremblements de terre sous-marins détruisent les récifs. Les éruptions sont démesurées. Des milliers de roches en fusion se déversent dans les océans. Un manque d'oxygène se produit au niveau mondial à la fin du Frasnien. Ce phénomène fut nommé événement Kellweiser. Lorsque la lave en fusion entre en contact avec l'eau de mer, elle génère des substances toxiques comme les métaux, argent, or,
chrome, fer, magnésium et d'autres encore. L'océan est contaminé, la faune marine est dévastée. Les gaz se répandent dans l'atmosphère, libérant du dioxyde de carbone en quantité imposante et lentement, l'air se charge de gaz à effet de serre. Les températures augmentent et les courants océaniques s'arrêtent. L'eau atteint plus de 30 degrés Celsius à l'équateur. C'est la désolation. Le milieu aquatique se meurt. De 150 000 ans après la première éruption, la Terre continue de déverser du magma. L'atmosphère étant saturée de dioxyde de carbone, la végétation explose et envahit la surface de la Terre. Les feuilles tombent depuis plusieurs milliers d'années. Elles pourrissent sur le sol et forment la première couche d'humus de la planète. Ce terreau riche en nutriments est charrié par les pluies et se déverse dans les mers. Absorbées par les algues, ces dernières se développent de façon incontrôlée, volant tout l'oxygène et asphyxiant la vie aquatique. Les côtes sont infestées et saturées de végétaux. Ces éruptions qui jusqu'alors frappent en mer commencent à se produire sur Terre. L'air se charge de dioxyde de soufre, de méthane et de dioxyde de carbone. D'énormes éruptions se produisent, des nuages gigantesques de cendres de plusieurs kilomètres de haut sont refoulés dans l'atmosphère. La planète se vide de ses entrailles. C'est le chaos sur Terre. Le ciel s'assombrit, les cendres brûlantes retombent sur les continents. Des incendies se déclarent à travers tout le globe. Le soleil ne pénètre plus l'atmosphère, c'est l'hiver volcanique. La température avoisinant les 30 degrés chute de 20 degrés. Le plancton constituant la base de la chaîne alimentaire est éradiqué. Les œufs de poisson sont décimés. C'est l'hécatombe. Le salut vient des arbres produisant de l'oxygène. Les températures finissent par se stabiliser. Les saisons réapparaissent et la vie se diversifie de nouveau. Cette extinction a emporté 50% et 70% des espèces. Au début du Carbonifère, les continents laurusien et Gondwana se reforment de nouveau en un unique continent, la Petite Pangée. À l'est, l'océan qui échancre la Petite Pangée est appelé Prototétis. Ces masses continentales sont entourées par le superocéan Pantalassa. Ce mouvement des plaques tectoniques fait monter le niveau des océans, noyant ainsi un grand nombre de végétaux. Dans les mers, de plus en plus de poissons à arêtes apparaissent. Cependant, les océans sont dominés par les échinodermes et les crinoïdes qui grouillent sur leur fond. Dans l'immense marécage luxuriant, outre les arthropodes qui règnent en maîtres, évoluent les tétrapodes et les amphibiens apparus au Dévonien ainsi que les premiers reptiles. Sur la terre ferme, les fougères du Dévonien laissent la place progressivement aux arbres à écorce et à graines. Lors d'incendies ou d'inondations, ces arbres et végétaux furent enterrés. Il s'ensuit leur décomposition. Ainsi préservée sous une matière organique croissante, cette matière végétale enfouie profondément et chauffée pendant des millions d'années se transforme en charbon. Ce processus se nomme la carbonisation. Il y a 330 millions d'années, les conditions de formation de charbon étaient si favorables que la période fut nommée Carbonifère. Les maîtres des forêts tropicales du Carbonifère étaient un groupe de plantes vasculaires dont la plus répandue s'appelle l'épidodendron. Cette majestueuse plante, pouvant grimper jusqu'à 30 mètres de hauteur, possédait un tronc d'1 mètre de diamètre. La croissance initiale se faisait vers le haut, rapidement,
et sans ramifications. Lorsque cette unique pousse massive atteignait la canopée, alors l'arbre s'ouvrait en une belle couronne de branches, dont les extrémités portaient des cônes contenant les spores. Une autre plante terrestre de cette époque carbonifère, la Glossopteris, fut retrouvée dans les roches d'Amérique du Sud, d'Afrique australe, de Madagascar, d'Inde et d'Australie. Malgré le fait que cette plante soit l'un des principaux constituants du charbon, on ne connaît que peu d'informations à son sujet. C'était une plante ligneuse avec un tronc de 80 cm de diamètre. On peut donc imaginer que la hauteur du Glossopteris pouvait également atteindre les 30 mètres. Le Carbonifère a été une ère d'insectes géants, libellules de la taille d'un gros oiseau, cafards aussi corpulents qu'une souris ou encore scorpions de plus de 50 cm. Mais la palme d'or revient à Arthropleura, le plus grand invertébré de cette période. Bien qu'aucun fossile complet n'ait encore pu être trouvé, les scientifiques s'accordent à penser, d'après l'étude des fragments et des traces fossiles, qu'il pouvait atteindre 2 mètres de long et 50 cm de large. Ce parent du mille-pattes moderne était couvert d'une épaisse et lourde carapace composée de plaques en chitine, une substance dure présente dans l'exosquelette des insectes. Il vivait dans les marécages tropicaux couverts de forêts de fougères arborescentes et d'autres végétaux primitifs. Aucune bouche fossilisée n'ayant encore été trouvée, les scientifiques supposent qu'il était herbivore, car des déjections fossiles attribuées à Arthropleura contiennent des spores de plantes. Balanerpeton woody fut découvert dans le fameux gisement écossais d'Eskirkton, à l'intérieur de troncs d'arbres fossiles creux. On peut imaginer qu'il s'agit là d'un des derniers refuges que ces petits amphibiens trouvèrent pour se protéger d'une coulée de boue qui leur fut fatale. La morphologie de Balanerpeton est particulière. Avec son crâne arrondi et son corps allongé d'une vingtaine de centimètres, il ressemble à une salamandre. Ses poignets et ses chevilles sont ossifiés et robustes, suggèrent une locomotion terrestre. Il dispose d'une large ouverture tympanique à l'arrière du crâne, formant une fenêtre arrondie, bien utile pour détecter les sons environnants. Il est l'un des rares amphibiens fossiles à posséder une quarantaine de dents sur sa mâchoire inférieure, alors que l'on n'en compte qu'une vingtaine sur la mâchoire inférieure. Son régime alimentaire était donc carnivore, voire insectivore. Côté reptiles et lézards, Hylonomus se qualifie comme le plus ancien spécimen. La première découverte de fossiles d'Hylonomus remonte à plus de 150 ans sur l'île canadienne de Nouvelle-Écosse qui, à l'époque carbonifère, se trouvait sous les tropiques. Ceux-ci étaient enfouis à l'intérieur d'une souche d'arbres creuse et fossilisée. Ces arbres poussaient loin de l'eau, signe qu'Hylonomus avait suffisamment évolué pour passer sa vie sur la terre ferme. Il vivait en arpentant les forêts en quête d'insectes et de mille-pattes. Son corps mesurait approximativement 25 cm de long, queue comprise. Hylonomus dévoile l'aube des reptiles et avec eux l'apparition de l'œuf amniotique qui leur permit de s'affranchir du milieu aquatique. Les vertébrés peuvent alors coloniser la Terre et les reptiles la domineront pendant plus de 200 millions d'années. La vie animale au Carbonifère se caractérise également avec le développement des insectes géants. Méganeura se distingue telle l'ambassadrice des libellules gigantesques. Avec ses 30 cm de long et ses 70 cm d'envergure, elle pouvait être comparée à la taille d'un pigeon actuel. Survolant les rivières et les lacs,
Elle se nourrissait de petits insectes qu'elle pouvait repérer grâce à ses yeux perçants. Quelle est donc la raison de la taille démesurée des animaux de l'époque carbonifère? La question fait toujours débat. Cependant, l'explication la plus courante réside dans la teneur d'oxygène de l'air. Si aujourd'hui elle est de 21%, elle grimpa jusqu'à 35% au carbonifère. Cet énorme apport d'oxygène provenait de la végétation luxuriante des forêts. Dans la mesure où l'oxygène favorise la croissance, les insectes, les amphibiens et les autres invertébrés en profitèrent. Les coraux solitaires ou coloniaux construisent d'importants récifs dans les eaux chaudes de la Paléothétis. Les brachiopodes, les échinodermes et les mollusques se développent également. Dans ce dernier groupe, les goniatites présentent un grand intérêt stratigraphique. Tandis que certains stégocéphales expérimentent le milieu terrestre, d'autres évoluent en milieu aquatique. C'est le cas de Crassigyrius coticus. Ce fossile de tétard géant fut découvert dans l'ancienne mine voisine d'Édimbourg. Il mesurait jusqu'à 2 mètres de long. Avec son imposant crâne et ses membres atrophiés, Crassigyrius coticus évoluait à la manière d'un serpent en eau douce peu profonde. Aussi, son bassin et sa colonne vertébrale, peu ossifiée, autorisaient une certaine souplesse. Carnivore, à tendance piscivore, il disposait de plusieurs crocs à l'intérieur de la bouche, y compris au niveau du palais. De plus, sa cinématique crânienne, comparable à celle des serpents, atteste que l'animal pouvait largement ouvrir ses mâchoires, avalant ainsi des proies bien plus grosses que lui. Un autre stégocéphale saugrenu vivait à l'époque carbonifère. Il s'agit de Spaticéphalus myrus. De taille modeste, son crâne d'environ 20 cm en forme de disque aplati ressemble à un frisbee. On remarque sur le sommet supérieur d'étranges orbites en forme de haricots, très rapprochées les unes des autres. Peut-être que ces derniers abritaient-ils des globes oculaires, des glandes ou des organes électrosensoriels lui permettant de détecter ses proies. Une autre caractéristique du Spaticéphalus est sa dentition. Il porte de multiples et minuscules dents très fines, mais aucun croc. L'os de la mâchoire inférieure compte à lui seul près de 120 dents. L'extrémité de ces dernières était munie de petites barbules, ce qui indique qu'il devait avaler de grandes quantités d'eau ou de boue qui filtraient pour en extraire de petits invertébrés ou poissons. Au Carbonifère supérieur, la planète se refroidit de nouveau. Et si le continent Laurussia connaît des températures relativement douces, il n'en va pas de même au sud. En effet, le continent Gondwana est en partie recouvert de glace et cela va durer quelques 80 millions d'années, jusqu'au début du Permien. Le Permien débute. Il y a environ 295 millions d'années. Il durera à peu près 50 millions d'années. Cette période va clore l'ère paléozoïque et ce d'une façon pour le moins marquante. La masse continentale Sibéria, Kazakhstania, se soude au Gondwana. Cette nouvelle collision entraîna la constitution de la Pangée, 450 millions d'années après la dislocation de la Rondinia. Quelques blocs continentaux demeurent à l'écart de la Pangée. Il s'agit de la Chine du Nord et du Sud. La valse des continents tend à modifier le climat et par conséquent, la Terre offre un nouveau visage. Les terres du Carbonifère, autrefois marécageuses, humides, à la végétation pour le moins luxuriante, cèdent la place à d'immenses déserts arides et des chaînes de montagnes formées suite aux collisions des masses continentales. Lors du Permien, le niveau marin global continue de baisser jusqu'à atteindre un niveau proche de nos océans d'aujourd'hui.
À l'est de la Pangée, on trouve l'océan Thétis. Quant à l'ouest de ce méga-continent, il est bordé par l'immense et unique océan Pantalassa. En son centre, le jeune continent Pangée, qui s'étend quasiment d'un pôle à l'autre, est soumis à des conditions climatiques extrêmes et très variables. En effet, les températures peuvent varier de 0 degré à 40 degrés Celsius dans la même journée. Le pôle sud demeure gelé depuis la glaciation amorcée à la fin du Carbonifère. Quant au reste du continent, le climat est plutôt sec et aride. Par cette réunification de toutes les masses continentales, la faune terrestre était assez uniforme. Parmi les vertébrés continentaux, les reptiles deviennent prédominants et supplantent progressivement les amphibiens. On assiste à l'ascension des amniotes. Si les amphibiens d'aujourd'hui sont de petite taille, leurs ancêtres Eryops ne passaient pas inaperçus. Ces fossiles furent découverts dans les roches du Permien inférieur au Texas et au Nouveau-Mexique. C'est l'un des représentants majeurs des temnospondyles, un groupe d'amphibiens dont le mode de vie était semi-aquatique et semi-terrestre. Eryops pouvait atteindre 2 mètres de long. Ses pattes courtes et puissantes étaient composées de 4 doigts pour les pattes antérieures et 5 doigts pour les pattes postérieures. La queue, de taille modeste, faisait un peu plus d'un tiers de la longueur totale de l'animal. Son crâne était immense, large et plat. Sa gueule de prédateur révèle de nombreuses dents tranchantes. Il partageait probablement sa vie entre les marécages et la terre ferme, où il pouvait se nourrir de petits poissons et d'animaux terrestres. Toutefois, Eryops possède un prédateur de taille. Il s'agit de Dimétrodon. Si ce dernier ressemble à un dinosaure, il n'en est pourtant pas l'ancêtre. Dimétrodon appartient au groupe des synapsides, antérieur aux dinosaures. C'est l'un des plus anciens superprédateurs vivant au sommet de la chaîne alimentaire. Son nom englobe une dizaine d'espèces dont la taille s'étend de 60 cm à près de 5 mètres. Les spécimens les plus massifs pouvaient atteindre 300 kg, soit un poids supérieur à celui d'un grizzly adulte. Sa mâchoire porte de redoutables dents crénelées ainsi que des canines pointues à l'avant. Sa morsure devait être d'une grande efficacité pour tuer, découper et dévorer les amphibiens et les poissons de grande taille. Il possédait une queue puissante, des pattes musclées et robustes. Son dos était composé de longues épines en forme de voile posées sur les vertèbres. Les scientifiques se sont longuement interrogés sur le rôle de cette voile dorsale. Certains paléontologues ont suggéré que cette voilure aurait pu servir de camouflage parmi les longs roseaux, de renforcement de la colonne vertébrale ou encore servait à réguler la température corporelle. D'autres scientifiques affirment que cette voile dorsale était une parure colorée pour attirer des partenaires ou intimider des rivaux. La vérité est peut-être un mélange de plusieurs théories. La spectaculaire crise du Permien apparaît il y a 252 millions d'années. Elle constitue la plus grande catastrophe écologique de l'histoire terrestre. Celle-ci est marquée par une réduction drastique de la vie marine. 96% des espèces laissent leur vie dans l'aventure. Les formations récifales sont une fois de plus en première ligne. D'autres animaux vivant près de fonds subissent un sort identique. Les brachiopodes réduisent fortement leur diversité, ainsi que les biozoaires et les échinodermes, en particulier les crinoïdes. Selon les estimations scientifiques, 75% des espèces terrestres, animales et végétales se sont éteintes, dans la presque totalité des reptiles. Les causes de cette extinction restent encore discutées.
Les plus souvent cités sont une anoxie des océans, un volcanisme majeur en Sibérie, la baisse importante du niveau des océans ou encore une combinaison de toutes ces causes. Toutefois, l'hypothèse du volcanisme domine. Les vastes écoulements de lave qui s'étendent sur 2 millions de kilomètres carrés auraient profondément modifié le climat terrestre. Ainsi, de nombreuses zones demeurèrent inhabitables. Les végétaux semblaient les premiers affectés. En effet, une étude portée sur des grains de pollen fossilisés, des roches et des sédiments en Australie affiche des quantités élevées de nickel pour l'époque concernée. Pour les chercheurs, celui-ci provient de Sibérie, vaporisé par les éruptions volcaniques. Il s'est diffusé dans l'atmosphère pour se déposer en divers points géographiques. Progressivement, il empoisonna la vie végétale qui déclina. La disparition des plantes a ensuite affecté toute la chaîne alimentaire, d'abord les herbivores, puis les carnivores. Le nickel a également pollué les océans, qui souffraient déjà du réchauffement climatique. De même, la température terrestre s'élevant à 50 degrés Celsius provoque l'évaporation du méthane des océans, un gaz à effet de serre qui aurait empiré ce réchauffement climatique naturel en diminuant la quantité de dioxygène dans l'atmosphère. La crise du Permien-Trias marque donc la fin du Paléozoïque et le début du Mésozoïque. Plusieurs espèces survécurent tout de même à cette extinction de masse. Les spécialistes les nomment la faune de la catastrophe. Parmi elles, on compte le Lystrosaurus, un reptile mammalien ressemblant à un croisement entre un chien et un sanglier, un lointain ancêtre des mammifères actuels qui se répandirent sur la surface de la Pangée. La vie continuant son évolution, de nouvelles espèces verront bientôt le jour. Les dinosaures domineront la Terre durant toute la période mésozoïque.